Les MJ et le style. Comment masteriser avec style? On parle souvent du style de nos jeux, mais plus rarement de ceux de nos MJ. De la littérature à la photographie, pourtant, chaque média dispose de ses normes, de ses codes, et de cette manière si particulière d'en jouer qu'on appelle le style. Alors, qu'en est-il du jeu de rôle? Et où s'arrête-t-il? Si le style est en effet vu comme la signature d'une auteur, c'est aussi quelque chose qui peut s'enseigner, se construire ou se reproduire. On parle d'exercice de style après tout. Structurellement, on peut même le résumer à une mise en scène d'un discours, capable de produire un effet sur son public. Cette table ronde aura pour objectif de définir le cadre et les limites du style dans la maîtrise de jeu, de manière à ouvrir la réflexion sur les procédés utilisables en partie, mais aussi sur leurs effets concrets à la table. Je suis Alban et en compagnie de Wilfried, de Milouche, de Mélie et de Thomas. Et du coup, on va ouvrir sur une petite présentation du style, dans la littérature, puisque c'est le cœur de ma formation initiale. Après quoi, on va enchaîner sur un tour de parole pour les différentes personnes autour de la table, lors duquel on va éviter de s'interrompre. Et après ça, on va se lancer dans une conversation plus. On va refaire un tour de table, mais cette fois de manière un peu plus informelle, où on va pouvoir se poser des questions, réagir à ce que disent les autres. Voilà. Donc, pour commencer avec cette grande question qui est de définir le style, en fait, faut commencer. Enfin, je pense que le trait essentiel d'un style, c'est sa répétition. C'est-à-dire que un trait de style seul, c'est une faute, mais lorsqu'on le voit plusieurs fois dans une œuvre ou, enfin, oui, dans une œuvre ou dans l'œuvre d'un auteur de manière générale, eh bien, ça devient un style. Donc, ce qui laisse entendre aussi que le style a une réalité double. On peut parler de style d'œuvre et de style d'auteur. Et ça, c'est vrai pour tous les médias, hein, que ce soit le cinéma, du coup, j'en ai fait un petit peu, ou la littérature, qui est vraiment le cœur de ce que j'ai fait. Lorsqu'on parle du style d'une œuvre, on va parler de tous les procédés qu'elle va utiliser de manière récurrente, comment elle va se structurer, aussi bien en termes de structure narrative à proprement parler qu'en termes de structure de phrase. Ça peut aborder la ponctuation, les références, la tonalité. Lorsqu'on parle de style d'auteur, cette fois, on va plutôt s'intéresser aux récurrences, mais pas dans une œuvre même, à l'échelle de son œuvre tout entière, de tout ce qu'il a pu produire. Et donc on va s'intéresser aux thèmes qui reviennent tout particulièrement, on va s'intéresser au fait aux structures narratives qui peuvent être réutilisées. Là encore, comme je vous l'ai dit, on s'intéresse à la récurrence, on s'intéresse à la répétition. Et c'est ça le style en fait. Une autre idée sur laquelle il faut revenir d'office, c'est que, enfin, c'est le caractère, on va dire entre guillemets, divin du style, comme si seuls les spécialistes pouvaient l'utiliser. En fait, on sait depuis déjà pas mal de temps que les figures de style qu'on pense comme ça spontanément réservées à des œuvres écrites par des spécialistes, quoi, par des romanciers, par des scénaristes, des réalisateurs de talent, et bien en fait, on en retrouve énormément dans la vie de tous les jours. C'était Dieu Marseille qui disait qu'en dehors d'un tout petit nombre de figures semblables, réservées pour le style élevé, là on parle de la tragédie, les autres se retrouvent tous les jours dans le style le plus simple et la langue la plus commune. Donc en fait, au quotidien, on peut se servir du style, notamment dans le discours publicitaire où le marchand, enfin le vendeur sur le marché va utiliser des figures de style, il va utiliser des figures oratoires qui sont faites pour interpeller le passant. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve presque tout le temps. Et cumulé à la notion de style d'auteur, ça laisse entendre qu'en fait, spontanément, on va tous être porteurs d'un style qui va être plus ou moins marqué. Parce que ça, c'est la deuxième partie qui permet de définir le style, c'est sa capacité à être remarqué. Donc on parle d'une répétition, oui, mais d'une répétition saillante, de quelque chose qui va se voir, qui va se percevoir. Donc en fin de compte, d'un usage peut-être atypique dans les codes d'un média ou dans la langue, c'est ce qui permet de le remarquer.
Et c'est pour ça qu'on parle de figure de style, en fait. La figure de style, elle se définit comme une figure saillante. Euh, alors, c'est un peu verbeux, mais une des définitions, c'est l'épaississement de la structure langagière pour la figure de style. En gros, c'est une manière de dire que d'un coup, le nombre de sens possibles explose, le nombre d'interprétations possibles explose, et que ça, c'est ce qui épaissit le discours. Alors, maintenant que j'ai fini cette première introduction, eh bien, je vais laisser la main à mon voisin de gauche. Voilà, Wilfried. Bien, mais merci Alban. Je m'appelle effectivement Wilfried. En quelques mots, moi je suis donc un rôliste passionné, je joue depuis longtemps. Je n'ai pas d'approche académique, mais plus liée à mon expérience et mon ressenti euh, durant les parties. Et donc la thématique que tu nous proposes, que je trouve vraiment passionnante, Alban, eh bien, moi j'ai choisi de ne pas faire de recherche préalable pour avoir peut-être une approche plus justement naïve, intuitive de notre sujet, parce que je savais que pour ce qui était académique, on pouvait faire confiance à Alban. Et alors, de mon côté, j'ai essayé de reformuler les choses différemment en me disant, mais pourquoi avoir du style en JDR? Et ça amène une autre question, c'est que finalement, quel est notre moteur en tant à la fois meneuse ou joueuse? Et pourquoi essayer de développer notre façon de masteriser ou d'interpréter un personnage, de jouer en interaction avec les autres, pour finalement avoir, ma réponse, c'est avoir la meilleure expérience de jeu, avoir le plus de plaisir. Alors, quand on parle de plaisir, ça c'est une question qui revient souvent quand on dit pourquoi vous jouez au jeu de rôle, bah, c'est pour bien s'amuser, pour avoir du plaisir. Mais finalement, quand on gratte un petit peu, eh bien, moi, ce que je perçois de mon ressenti, c'est qu'on veut avoir des émotions, alors que ce soit une exaltation dans des scènes de combat héroïques, de la joie, parce qu'on partage des moments vraiment euphoriques avec nos camarades, ainsi de suite. Il y a aussi, bien sûr, des sentiments que peut-être on ne mettrait pas de prime abord dans l'intérêt qu'on porte au jeu de rôle, mais qui sont, bien sûr, fondamentaux, comme la peur, l'angoisse, la tristesse. Alors, pourquoi j'évoque ces sujets-là? C'est parce que finalement, de mon ressenti en tant que meneuse, eh bien, on a envie d'offrir à nos joueurs une meilleure expérience, et pour ça, il faut maximiser les points qu'ils sont venus chercher. Et donc, euh, on va avoir plein de réponses, autant de réponses que de joueurs, bien sûr, mais je pense que l'idée d'avoir ces sentiments exacerbés, eh bien, ça peut être une des réponses que l'on peut formuler. Et donc, en tant que meneuse, comment augmenter cette expérience-là? Eh bien, je me suis posé la question dans le domaine de l'art en général. Tu l'as évoqué, Alban. Eh bien, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup au cinéma et je me dis, qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur va nous laisser une œuvre avec une empreinte incroyable, quelque chose de formidable qui va nous toucher, dont on se rappellera toute notre vie? Eh bien, je me dis que ça peut être notamment dans l'idée d'inventer quelque chose ou de mettre en œuvre des choses qui n'ont jamais été vues ou ressenties auparavant. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cinéma, on parle de chef-d'œuvre quand un cinéaste a tout inventé. Ben voilà, comme Orson Welles qui va utiliser des plans que personne n'avait fait auparavant. Je pense aussi, par exemple, je sais pas, alors bien sûr Citizen Kane, mais par exemple Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Eh bien, lui, il a utilisé des procédés venant du vidéoclip, des procédés, le split screen, la caméra embarquée, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur un trépied sur le corps du comédien. C'est des procédés, une écriture cinématographique qui va, et c'est pas gratuit évidemment, c'est pas juste comme ça pour faire genre, c'est parce que ça va procurer une sensation, notamment la caméra embarquée sur le personnage, ça donne un peu la nausée, ainsi de suite, ou alors un zoom avant, travelling arrière. Donc là, ce sont des styles au cinéma qui vont faire quelque chose en disant j'ai pris une claque, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Et donc, je me dis que dans le jeu de rôle, on peut avoir le même questionnement. Comment faire pour atteindre mes joueurs, les faire vibrer, pour qu'ils se rappellent de la partie et qu'ils aient une expérience vraiment unique. Donc, finalement, les points que je retiens, c'est qu'en ayant du style, on va cultiver une originalité, une singularité, on va avoir une empreinte, une griffe, une façon de présenter notre partie et d'insuffler quelque chose à la table. Alors d'ailleurs, petite anecdote, mais bon, c'est pas de ma génération, mais je vois qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement, quand on leur montre quelque chose de sympa, qui les branche, et ils vont dire c'est stylé.
Et je trouvais ça intéressant comme petite phrase parce que pour eux, c'est qu'ils admirent, c'est qu'il y a quelque chose qui va les marquer, que voilà, ils trouvent que c'est. Et voilà, donc c'est stylé. Et je me dis que si dans une table, on peut avoir cette façon de jouer, ça peut être pas mal du tout. Je repense, alors tu parlais en littérature, mais n'oublions pas que nous, on est dans un loisir interactif qui met en œuvre pas mal de techniques, hein. Alors bien sûr, bah, c'est l'art oratoire, l'interaction, l'interprétation des personnages, mais on va utiliser éventuellement des visuels, de la musique, ainsi de suite. Donc on va remplir comme ça notre, euh, notre partie avec plein d'éléments extérieurs qui, enfin, dans chacune de ces parties, peuvent contribuer à avoir du style ou une originalité. Et, euh, et donc, on parle de théâtre de l'esprit dans le jeu de rôle. Il y a un point, j'ai repensé à une petite phrase de Stephen King qui disait que le véritable écrivain, pardon, c'était le lecteur. Parce que c'est lui qui va recevoir dans son esprit, qui va projeter en cinémascope l'œuvre qui lui est proposée, et finalement lui donner toute sa profondeur, tout son ressenti lié à l'expérience émotionnelle du lecteur. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que finalement, ce que l'on va comment dire, insuffler autour d'une table, ça dépend pas seulement de l'auteur, qui lui a beau voilà, avoir travaillé, avoir préparé, parce qu'il va y avoir une réaction du public, notamment là, des intervenants des joueuses, et qui va modifier l'expérience. Alors, petite anecdote au passage, mais j'ai été voir il n'y a pas longtemps un concert d'un artiste, Florent Marché, pour ne pas le nommer, que j'aime beaucoup. Et il y a une chanson, notamment, moi, qui me touche énormément. Enfin, c'est quelque chose qui imprime quelque chose en moi de très fort. Et dans la salle où j'étais, qui était à Saint-Ouen, eh bien, à la fin de la chanson, tout le monde a applaudi et ça s'est déroulé normalement, voilà. Et je suis retombé après sur l'Instagram de l'artiste et au Café de la Danse, pour le coup, à la fin de la chanson, il y a eu un gros silence dans la salle, personne n'a applaudi au bout d'un certain temps. Et Florent Marché lui-même a été sensible à cette expérience, il a remercié le public en disant que c'était un moment important. Et je me dis, là c'est fort quand même, parce qu'il a fait une chanson que moi je trouve extrêmement émouvante, mais si collectivement on passe à la suite comme si de rien n'était, eh bien c'est pas du tout le même ressenti que s'il y avait ce moment voilà, de communion parmi les auditeurs, enfin le public de la salle. Donc c'est un petit peu fouillis, hein, comme je dis, moi j'ai une approche beaucoup plus voilà, intuitive, émotionnelle de l'approche, mais je me dis que par les procédés du style, le maître de jeu, la meneuse de jeu face à ces joueuses et tous ensemble, eh bien on va pouvoir construire une expérience qui va nous marquer, dont on va se rappeler. Il y a des parties qui disparaissent très rapidement, d'autres on s'en rappellera toute notre vie. Et c'est moi, personnellement, ce que je recherche aussi bien en tant que meneuse que joueur. Et donc je pense que c'est là-dessus qu'on peut rebondir. Voilà. Donc je vais passer la parole à Milouche. Oui, bonjour, donc moi je suis Milouche, j'écris et je joue du jeu de rôle et du GN. Je voulais reprendre un petit peu ce qu'avait dit Wilfried en parlant de cinéma. Il y a un film assez ancien de Joe Dante dans lequel il y a un extraterrestre, de mémoire qui s'appelle Yak, quelque chose comme ça, qui ne s'exprime qu'en citation. Et en fait, quand j'ai réfléchi un petit peu sur la question du style en jeu de rôle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup fait. C'est-à-dire le style intrinsèque du jeu de rôle, il est beaucoup lié à la citation d'autres médiums, notamment le cinéma, la musique. Typiquement, on va utiliser des musiques en jeu pour rythmer la partie, et ces musiques-là vont faire référence à des œuvres préexistantes. Donc ça peut soit être parce qu'on trouve que la musique composée accompagne bien la partie, ou carrément, par exemple dans une partie d'Alien, on utilisera la bande-son du film Alien pour faire cette référence-là. De même, le jeu de rôle a été beaucoup nourri par la littérature, tout ce qui est œuvres Lovecraftienne, etc. Et donc, certains scénarios, certaines conceptions vont utiliser une façon de parler, une façon de construire des intrigues, des mises en place qui sont propres à cette œuvre-là. Et on peut même aller plus loin avec la question des props, des éléments physiques qu'on amène à la table qui vont souvent en fait faire référence à des objets ou à des œuvres qui sont externes au jeu de rôle. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un point important. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait faire la spécificité d'un style jeu de rôle? Je pense qu'il faut se tourner vers ce qui fait la spécificité du média. Donc si on prend dans l'acception du jeu à une table, on peut penser directement à la corporalité. Donc ça va être par exemple la mise en avant des corps, la mise en contact éventuel,
un MJ, une meneuse ou deux joueuses qui, pour rythmer, pour présenter leur interaction, vont se saisir l'une l'autre, jouer du mouvement, du combat, etc. Donc ça, c'est vraiment si on est proche d'une forme GN, mais on peut aussi avoir des choses qui sont peu reproductibles hors de la physicalité. Et Wilfried disait aussi la question de l'interaction entre l'œuvre et son public. Je pense que on a des objets qui peuvent être utilisés comme moyen de transfert. On peut utiliser tout ce qui est le feu, des effets un peu d'odeur, de présence qui sont pas tout à fait des objets, mais qui permettent d'appuyer le propos et qui sont réceptionnés par les joueuses et par la meneuse, qui sont un point de passerelle un peu entre les deux. Voilà, il y a cette dichotomie entre un jeu de rôle qui cite beaucoup d'œuvres qui lui sont externes et en même temps qui tente certains effets de style qui peuvent lui être vraiment particuliers. Voilà, et donc je vais passer la parole à Mélissandre. Bonjour, Mélisande, donc qui n'est là. Alors moi, je suis comme Wilfried, je suis une passionnée et lorsque j'ai rejoint le jeu de rôle, une des forces qui m'a vraiment attirée vers le jeu de rôle, c'était la partie un petit peu théâtrale et dramatique qu'on peut avoir dans une partie. Quand je vais jouer à une partie, je vais jouer parce que c'est avec des gens que j'apprécie, mais d'autant plus, il est de plus en plus vrai que j'aime jouer à des parties où je vais avoir des gens qui ont une façon de s'exprimer, une façon d'interpréter leur personnage qui, moi, me ravit. Je suis plus seulement spectateur, puisque généralement je joue un PJ et je peux aussi intervenir dans l'histoire, mais l'histoire que me raconte le MJ, que me raconte l'auteur, est très importante. Il y a la façon, effectivement, de positionner, est-ce qu'il y a une musique? Est-ce qu'il y a une façon de parler, une certaine tonalité? Est-ce qu'il y a, dans la gestuelle, il y a la façon de se poser, par exemple, on se tourne à gauche, on va avoir quelques mimiques, des petits tics, des renfrognements et autres. Je déconseille juste l'encens, bien évidemment, pour les parties, surtout dans des espaces un peu clos. Fun fact, c'est arrivé sur Pavillon Noir et ça allait très bien avec la scène, qui était très dérangeante. Toutes ces parties-là font un petit peu partie du style, c'est comment effectivement travailler sur les cinq sens, puisqu'aujourd'hui on n'est plus seulement sur la littérature, on n'est plus seulement sur un GN, on est sur transmettre des émotions, transmettre une histoire, et cette histoire, elle a des codes. Ces codes-là, ils vont donc commencer par la parole, parce que bien évidemment autour d'une table on va parler, c'est narratif. On va avoir de l'interprétation gestuelle, donc tout ça c'est visuel. On peut jouer sur le sens, l'odorat, les couleurs. Il y a des jeux qui jouent avec, par exemple, la cuisine, le fait d'avoir un pain d'épices comme personnage. Si vous mangez votre pain d'épices, par exemple, son bras droit, votre personnage, dans la partie, n'a plus de bras droit. Vous n'êtes qu'un monstre. Exactement. Et j'aime beaucoup tout ça. Et moi, je me reconnais parce que je vois comment les MJ m'ont appris en fait à me forger un style. Je joue beaucoup à Cats. Je l'ai dit, j'en parlerai pas, mais je suis obligée parce que dans Cats, il y a une chose qui est vraie. J'ai la répétition de l'écureuil qui se trouve toujours dans les scénarios, donc c'est vraiment une patte de style que je mets dans chaque scénario. C'est un petit clin d'œil. Mais j'ai surtout ce petit aspect pour redynamiser la partie. Généralement, mes joueurs peuvent plus ou moins être fatigués, ça dépend de l'heure à laquelle on joue. Et bien évidemment, quand ils vont gentiment commencer à avoir des objets, je vais leur décrire. À la façon de Numenera, je vais décrire un ballon de baudruche en disant la fenêtre est ouverte. Et je commence à balancer mon corps de gauche à droite pour indiquer effectivement que le ballon se balance de gauche à droite. Mais je leur dis pas que c'est un ballon, je leur dis que c'est une forme ovale avec un petit bout de queue de couleur qui bouge de gauche à droite. Et donc en fait, cette impression-là immerge directement mon personnage, mais immerge surtout ceux de mes joueurs pour justement se poser la question mais qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est génial et tout. Évidemment, quand le poteau rose est découvert, c'est ah, je l'avais pas vu venir. On a aussi la question des batailles. J'ai l'habitude de côtoyer des chats depuis que je suis toute petite et j'aime énormément leur histoire et donner des infos intéressantes. Le fait par exemple qu'on suit par les pattes et que c'est normal qu'un chat dérape parce qu'il a peur d'une plume qui a volé d'un coup ou quoi que ce soit d'autre. J'aime aussi mimer les combats. Je vais dire oui, tu l'attrapes et je mime avec mes bras et ça donne tout de suite une impulsion. Donc ça donne un dynamisme. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui, moi, forge mon style en tant que MJ sur Cats, comme d'autres personnes vont avoir une façon de parler plutôt gutturale, grave,
parler avec une sérénité dans leurs personnages selon l'environnement. Est-ce que c'est plutôt historique? Donc, est-ce qu'il y a plus de codes aussi de l'histoire qui sont transmis? Et moi, j'ai beaucoup appris en fait, vraiment à travers ces parties. Et je pense personnellement que le style est forgé aussi par le dynamisme qu'apportent les joueurs. On dit souvent qu'un MJ ou un auteur a un style, mais on se le construit au fur et à mesure, on évolue. Et la réaction qu'on peut attendre en fait, un peu d'un public, comme on pourrait dire, vu qu'on fait un peu une sorte de spectacle, rien qu'à nous, ce serait de voir un petit peu comment la réaction des joueurs, le fait que l'œil brille, que le joueur soit surpris, donne envie d'aller plus loin en fait dans cette transmission directement voilà, de ses émotions et de ce style. Je passe la parole à Thomas. Mesdames, messieurs, personnes non binaires, messieurs les jurés, je me présente Thomas Munier de l'Académie française du jeu de rôle. Eh bien, j'ai écouté avec attention les interventions de mes aimables collègues, et c'est avec consternation que je n'ai entendu ni citer le nom de Roland Barthes, ni celui de Gérard Genette. Donc je suis proprement scandalisé. Bon, trêve de bêtises. Voilà, donc je m'appelle Thomas Munier, j'écris des jeux de rôle, et puis je fais aussi des articles, et puis des vidéos sur le jeu de rôle. Donc voilà un petit peu mes 2 centimes sur le sujet. On l'a un petit peu cité, je me permets de le rappeler, il y a aussi des styles de jeu et des styles de joueuses. Alors, je ne vais pas en parler en détail, parce que c'est pas le sujet, hein. On verra, par exemple, pour les styles de joueuses, je pense qu'on verra au blog Je ne suis pas MJMé, parce qu'il y a un article consacré au style de joueuse. Mais je dois quand même un tout petit peu en parler, dans le sens où eh bien, les jeux, ils cherchent à influencer, consciemment ou non, le style de MJ. Par exemple, c'est très criant dans Apocalypse World, où il y a vraiment des conseils, on peut dire, stylistiques, hein, pour la façon de maîtriser. Et puis, je pense que le style de MJ, il va aussi forcément se construire en résonance avec le style des joueuses, que c'est obligé d'en prendre compte, et d'ailleurs, vous l'avez dit. On peut essayer, MJ peut essayer d'imposer son style unilatéralement, mais soit ça peut ne pas fonctionner, soit ça peut fonctionner, mais ne pas plaire, quoi. Donc je pense que c'est assez dangereux de ne pas prendre en compte le style des joueuses et puis aussi tout simplement leurs préférences, quoi. En jeu de rôle, on a entre guillemets, la chance de voir tout de suite les réactions de son public, quand le public est sincère en tout cas. Donc c'est plus facile, on va dire, justement de changer la tonalité en fonction des réactions que ça suscite. Alors on a fait des comparaisons avec la littérature, avec le théâtre. On a aussi montré que le jeu de rôle, il a sa spécificité, c'est-à-dire qu'un style de MJ ne peut pas contenter de singer la littérature, le théâtre ou d'autres médias. Il faut vraiment prendre en compte la grammaire en fait, spécifique du média. Alors la grammaire, c'est les moyens d'expression qui sont vraiment spécifiques du jeu de rôle. Alors, moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si vous voulez creuser le sujet, pour aller voir, il y a des articles de Vivien Féasson sur son blog qui en parlent. Valentin T a fait un podcast sur la cellule qui s'appelle l'herméneutique, donc ça parle pas mal il y a des podcasts comme ça sur le langage dans le jeu de rôle. KF aussi sur son blog Ristretto a fait pas mal de choses autour du langage et aussi du style, des figures de style. Et puis Jérôme Larrey est le premier aussi à avoir évoqué le fait qu'il y avait une grammaire spécifique au jeu de rôle. Je ne prétends pas qu'il a totalement défriché ce sujet, mais je pense quand même que le bouquin, la Bible, la boîte à outils du meneur de jeu avec Coralie David, quelque part, je pense que c'est un peu voilà, la grammaire du jeu de rôle qui présente, quoi. Tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je le vois. Bon, alors je vais te donner un seul exemple de c'est quoi la grammaire spécifique du jeu de rôle. Ça peut être par exemple le jeu méta de MJ, c'est-à-dire que il y a la fiction, il y a la façon dont on décrit, mais par exemple je vais jouer un rôle de gentil MJ ou un rôle de méchant MJ, soit le gentil MJ qui est penché avec bienveillance sur ses joueuses, ou le méchant MJ qui va se frotter les mains en ricanant, quoi. Ça, pour moi, ça fait aussi partie du style, quoi. Alors que ça ne concerne pas vraiment la fiction ni la narration, quoi. Je pense que vous l'avez bien souligné que quand on parle de style, en fait, on parle de personnalité. Et ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas faire des conseils génériques de style de MJ. On ne peut pas dire, voilà, c'est la bonne façon de maîtriser, parce que ce serait imposer un style unique.
Et donc, par exemple, si je te dis, fais la voix des PNJ, fais des gestes, des fois, effectivement, ça pourra constituer ton style, mais des fois, en fait, ton style va se constituer justement, en ne faisant pas ça et en faisant autre chose. D'où la notion de personnalité, quoi. Parce qu'un style, c'est une signature, c'est une identité. Alors, on pourrait, essayer de classer un peu les styles par école, quoi. Alors là, je vais inventer des écoles que je sors de ma poche, hein, mais imaginons, par exemple, MJ littéraire, c'est une personne qui va beaucoup inciter sur les descriptions, sur les mots. MJ théâtral, par contre, va plutôt faire l'effort sur l'acting, hein, on l'a beaucoup évoqué, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Pourquoi pas MJ technophile qui va jouer avec des effets de lumière, la musique, pourquoi pas des applications avec genre un Foundry, tu vois, pour qu'on voit les bâtiments, qu'on puisse évoluer dedans. MJ tactique qui, en fait, son style, c'est en fait de proposer une épreuve tactique retorse avec une sorte d'élégance dans la façon dont les problèmes sont présentés, dans la façon dont les mécaniques de jeu sont utilisées, quoi. On peut parler aussi, ça c'est un terme peu un terme technique, le terme du jeu de basse. Le jeu de basse, c'est presque entre guillemets, presque un MJ sans style, ou en tout cas un style au service, puisque le jeu de basse, en fait, c'est un MJ qui, tel un bassiste, en fait, va donner un petit peu comment, un rythme, mais derrière, c'est surtout les joueuses qui vont jouer la mélodie. Enfin, grosso modo, ça veut dire que c'est un MJ qui va suivre les joueuses dans leur délire, là où elles vont aller. Souvent, il n'y a pas de scénario, on va vraiment suivre les personnages. On pourrait qualifier ça d'une forme de style. Je vais pas trop en parler, mais pourquoi pas, on pourrait parler de la figure de la facilitatrice dans les jeux sans MJ. Est-ce que c'est une personne qui est sans style, qui est totalement neutre au service de la transmission des règles, par exemple? Et donc c'est seulement, je pense que quand on a isolé des écoles, qu'on peut prendre une école de style et essayer d'en décrire un arsenal de techniques. Voilà, j'ai essayé pour certains exemples, j'ai essayé de donner quelques arsenals. Et aussi, quand on parle de style, je pense qu'on est obligé aussi de voir quel est le choix du jeu, quel est le choix d'univers. Parce que un MMJ va maîtriser Toons ou va maîtriser Hollywood, eh ben, évidemment, il peut pas du tout. Enfin, ça va être difficile d'avoir le même style, je pense. Il va forcément s'adapter à la tonalité du jeu, à la personnalité du jeu. Et par exemple, tu voulais peut-être en parler, mais tant pis, je te devance. Alban, tu avais fait une vidéo où tu proposais justement comment maîtriser Cthulhu avec un certain style. Tu donnais des pistes. Et en fait, ces conseils-là, ils étaient vraiment adaptés pour Cthulhu. Enfin, entre guillemets, pour du jeu Lovecraftien, quoi. Ils n'étaient pas forcément pertinents dans d'autres types de jeux de rôle. Alors on peut s'interroger sur, du coup, on pourrait s'amuser par exemple à faire des ateliers de MJ où on se donnerait des exercices de style, présente les PJ en rappant, comment, tu donnais des exemples là, par exemple, décrit une chose sans la nommer, tu vois, on fait semblant, en fait, on se réunit entre MJ, on fait semblant qu'on joue, et juste, on se donne des petits exercices de style, un petit atelier, pour un petit peu ouvrir nos horizons et puis voir quels outils nous intéressent à nous, quoi. Et tout simplement un petit peu se lâcher, quoi. T'en as parlé dans ta définition, il y avait le style de auteur, c'est-à-dire un style qui serait récurrent sur plusieurs parties, quoi. Donc, on peut aussi se poser la question, effectivement, sur le. Et je pense que pour moi, j'imagine qu'il y a des MJ avec un style effectivement récurrent d'une partie sur l'autre. Et je pense qu'il y a des MJ plus élastiques qui vont changer consciemment ou non, qui vont changer de style à chaque partie, notamment pour s'adapter au jeu, à la table et tout. Après, généralement, ça dépend vraiment du prisme sur lequel on se base. Parce que ça se trouve, si tu analyses MJ selon la façon dont elle gère les relations sociales autour de la table, peut-être qu'elle fasse de l'horreur du bisounours, ce sera la même chose. Alors qu'on va se dire, oui, mais par contre, les descriptions, les gestuels sont pas du tout les mêmes. Oui, mais en fait, on se rend compte que la façon de gérer l'humain est la même, quoi. Donc, des fois, les récurrences, c'est peut-être juste sur un axe, alors que il y a des variations sur d'autres axes, quoi. Ok. Euh, Enfin, j'aimerais préciser, alors peut-être que ça vient de ma définition mentale du style qui serait fermée, j'en sais rien, mais pour moi, je dirais que maîtriser avec style, ça ne suffit pas, parce qu'en fait, le style, c'est un élément de la réussite d'une partie, parmi beaucoup d'autres. Il faut pouvoir gérer la tension narrative, les structures d'histoire, la poétique,
l'univers, le ludus, c'est-à-dire l'aspect ludique, hein, purement, quoi. Proposer des enjeux intéressants, proposer avec des solutions possibles et pertinentes, donner de l'agentivité aux joueuses. Est-ce que ça fait encore partie du style? Je m'interroge, hein. Et puis bon, voilà, de toute façon, on en a parlé des joueuses, évidemment. Les joueuses et le jeu ont un rôle très important dans la réussite d'une partie, donc peut-être que MJ stylé avec la mauvaise table et le mauvais jeu, ça se passera mal, c'est possible. Bon, eh bien, je vais reprendre la main pour conclure ce premier tour de table. Déjà, merci, merci à tous et à toutes, parce que c'était dense et très intéressant. Je suis un petit peu amusé par la manière dont se sont répartis les tours de parole, dans le sens où on a été d'abord, dans un premier temps, très centré sur la corporalité du jeu de rôle, et justement sur ce qui en faisait son caractère unique en tant que média, et où ensuite on s'est plus reconcentré sur un aspect plus intellectuel, vraiment dans la théorie de qu'est-ce qui fait du jeu de rôle un média, pour en parler. Et justement cette question du transmédia, en fait, on en a tous parlé, du moins vous en avez tous parlé, parce que du coup je l'avais gardé en dehors de l'introduction, et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est constitutif du jeu de rôle, et donc du style en tant que MJ. Comment est-ce qu'on va utiliser les différents éléments qui sont des emprunts, même plus que des citations, pour reprendre ce que disait Milouche? Comment est-ce qu'on va les utiliser, les agencer pour créer une expérience qui sera propre au jeu de rôle? De ce point de vue-là, je pense qu'on s'approche de l'improvisation. Et ça m'a étonné d'ailleurs que personne n'en parle de cette forme d'expression. Et ça m'a d'autant plus étonné qu'en fait, elle me semble assez paradoxale. Dans le jeu de rôle, en fait, dans le style de manière générale se prête mal à l'improvisation. Ou alors, ce sera un style extrêmement personnel et instinctif, comme l'a souligné Thomas. Le style en littérature ou au cinéma, au contraire, c'est quelque chose qui se travaille, qui se peaufine et qui n'est obtenu que par de très nombreux essais, répétitions et surtout échecs. Et c'est en ça que du coup, la tentative, l'innovation devient quelque chose d'exceptionnel. Et quand on voit un effet de style pour la toute première fois, oui, on a forcément cet effet waouh. Du coup, la question, c'est quelle reproductibilité au style dans le jeu de rôle. On l'a dit dans le texte introductif, le style, c'est censé être quelque chose qui peut s'enseigner, qui peut se transmettre. Comment est-ce qu'on transmet un style de MJ? Est-ce qu'on peut écrire un manifeste du style pour des écoles de MJ? Alors, ma réponse personnelle, c'est que je pense que oui. Je pense qu'on peut se mettre d'accord en tant que groupe pour dire, bon bah voilà, moi je vais utiliser la musique comme ça, je vais utiliser tel type de musique comme ça, et en fait avoir un genre de mouvement artistique appliqué au jeu de rôle. Parce que je suis fermement convaincu que le jeu de rôle est un média à part entière, et allons plus loin, un art. Du coup, l'autre chose sur laquelle je veux revenir, c'est un élément dont Thomas avait parlé, à savoir le style des jeux. Parce qu'il est vrai que les jeux sont conçus pour orienter le style des maîtres qui vont l'utiliser. Et on peut du coup se demander dans quelle mesure des dispositifs qui sont propres à certains jeux impactent le style des maîtres de jeu. Je pense notamment à un jeu qui s'appelait Brest de Vie, si je ne me trompe pas, qui a été créé par Arthur Foucault, donc le créateur de 27C, où en gros on peut geler le temps de la fiction en brûlant des allumettes. On a des allumettes de plus ou moins d'une certaine longueur et eh bien on peut les garder, enfin on peut geler le temps et se mettre d'accord et discuter jusqu'à ce que l'allumette soit lâchée. Ce qui mathématiquement arrivera forcément à un moment donné parce que ça brûle les doigts. Bien, dans quelle mesure est-ce qu'un dispositif comme ça appartient au style du jeu ou au style de l'auteur qui lui a donné vie? Moi, c'est des questions que je me pose, parce qu'on a plein de petits dispositifs comme ça, qui peuvent ou non être transposés à des jeux de rôle, à des jeux différents. Et qu'est-ce qu'ils disent sur notre pratique, et surtout sur notre style? À côté de ça, donc ça touche toujours à l'improvisation et aux techniques qu'on peut appliquer spontanément en jeu de rôle. Et je suis convaincu que le style d'une partie et d'un meneur peut être travaillé, mais j'y travaille encore. C'est-à-dire qu'à titre de MJ, je sais que j'ai un certain nombre d'habitudes qui vont revenir à pratiquement toutes mes parties.
Par exemple, un point auquel je suis très attaché, c'est d'essayer de me faire passer auprès des nouveaux joueurs comme un MJ méchant qui laissera rien passer auprès de ses joueurs, parce que je ne suis pas du tout. Du coup, tant qu'il y a cette image, cet ethos qui est créé autour de moi, je sais que les joueurs, ils vont quand même se méfier. Ils vont avoir le doute de est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire quelque chose ou pas. Parce qu'à partir du moment où ils savent que je suis trop gentil, ils savent que s'ils ont une proposition qui paraît un petit peu séduisante pour la fiction, je vais probablement y donner mon aval. C'est des choses sur lesquelles on travaille, et c'est aussi, enfin, à titre personnel, c'est des choses qui me demandent énormément de travail. C'est-à-dire que pour changer ces habitudes qui sont vraiment spontanées, il me faut beaucoup de temps, il faut que j'écrive ce que j'ai envie de faire, et c'est vraiment, c'est très complexe, c'est un exercice qui est très difficile. Et du coup, j'aimerais bien conclure sur une question qui a été sous-entendue par un certain nombre d'entre vous, et qui touche aux limites du style dans le jeu de rôle. Pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que le jeu de rôle est effectivement un média interactif, et à partir du moment où on veut établir des figures, où on veut établir des moyens d'impacter son public, parce que c'est aussi à ça, c'est surtout à ça que sert le style, en fait, il faut savoir de quoi il peut se servir, quel est son arsenal. Et je pense que partir dans cette direction, essayer de définir cet arsenal, ça me paraît la première pierre pour bâtir l'édifice du style en jeu de rôle. Merci, cher collègue. Eh bien, nous revoici à l'antenne. Et pour reprendre justement, puisqu'on parle du style, j'ai noté quelques petits traits de style auprès de chacun d'entre vous. Alors, je vais peut-être pas tous les citer parce que, voilà. Par exemple, Wilfried, toi, tu nous as fait une belle prétérition quand tu nous as dit que cet artiste, pour ne pas le nommer, blabla, parce que j'ai pas retenu son nom, mais donc ça s'appelle une prétérition et c'est dire quelque chose dont on avait dit qu'on ne le dirait pas. Voilà. On parlait aussi de style d'auteur et du côté de Thomas, au niveau de tes jeux, un des trucs que j'ai remarqué de très récurrent dans tes jeux, mais là c'est plus en termes d'auteur peut-être que de MJ, et encore, parce que je crois que ça se retrouve aussi pas mal sur tes parties. Je pense que tu peux le dire en tant que MJ, quand Ouais. par exemple, quand je vais jouer sans règles, je vais sans doute le faire assez. Ouais. Et bah, du coup, c'est l'idée de coût. D'un coup, que chaque action importante a un prix. Et un prix qui est vraiment impactant pour le personnage, et de préférence même un petit peu pour le joueur. Parce que il me semble que tu essayes vraiment de trouver cette juxtaposition, entre joueur et personnage. Oui, c'est ça. Disons que sans chercher à manipuler la joueuse, mais l'idée c'est de proposer un enjeu qui fasse vibrer émotionnellement, pas seulement le personnage, parce que le personnage il est forcément impliqué et on imagine que de toute façon il a des émotions très fortes, quoi. Un aventurier, il vit des trucs quand même de ouf, mais la joueuse en général est quand même assez détachée des enjeux de son personnage. Donc l'idée c'est d'aller trouver des enjeux qui vont quand même la marquer elle, quoi, puisque le personnage de toute façon il est forcément impliqué et dans l'émotion, quoi. Et comme le personnage, enfin comme c'est le joueur qui doit chercher ce que le personnage a à sacrifier pour obtenir ce qu'il veut, et bien tout de suite ça crée. On va chercher ses cordes sensibles, quoi. C'est ça crée cette implication. Eh bien, pour inaugurer le deuxième tour de parole, je vais essayer de résumer un peu ce que tout le monde a dit. Alors j'ai pris beaucoup trop de notes, je vais essayer de les synthétiser, sinon ça va être vraiment long. Je vais reprendre d'abord la définition du style qu'a proposé Alban. Pour lui, en fait, c'est la répétition d'un trait, soit au cours d'une œuvre, à travers des procédés tels que la structure narrative, la structure des phrases, soit au cours de la carrière d'un auteur, quoi. Donc on va observer des récurrences de thèmes, de structures narratives. Il a précisé que tout le monde a un style, en fait. C'est pas l'apanage des auteurs. Et donc dans le discours, le discours publicitaire, le vendeur de marché, le clochard qui fait la manche ont un style, quoi. Et ce qui marque le style, c'est qu'il est saillant, en fait. Il est détectable par l'auditoire. Et il provoque, en fait, un épaississement des structures langagières, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, on fait exposer le nombre d'interprétations possibles. Ensuite, Wilfried nous a beaucoup parlé des émotions, quoi, que ça passait beaucoup dans l'idée de transmettre des émotions, telles que la peur, l'angoisse, la tristesse. Et il y a une volonté de maximiser l'expérience qu'est la partie de jeu de rôle. En art, notamment au cinéma, il nous a expliqué que les styles remarquables, innovants, c'est ceux qui mettaient en œuvre des choses qui avaient jamais été, des procédés qui n'avaient jamais été vus auparavant
et généralement importer d'autres grammaires, tels que les imports du clip pour le film Requiem for a Dream. Donc la question c'était comment on fait pour garantir cette expérience unique, à une griffe, une singularité qui est stylée. Eh bien, on va essayer d'aller chercher un petit peu tous les outils de notre loisir qui est interactif, qui passe par l'oral, l'interaction, l'interprétation, la musique. Et on va bien sûr savoir que le véritable écrivain, c'est le lecteur. Et donc, la mentalisation par le public, sa réaction a vraiment une importance prépondérante sur la réussite des effets de style. Et donc, quand tu as Milouche, tu as rappelé qu'il y avait une sorte de dichotomie au niveau du jeu de rôle entre les influences extérieures d'autres médias et puis ses spécificités. Et donc, notamment, effectivement, on va utiliser d'autres œuvres, telles que la musique, la littérature, on va faire des emprunts ou des citations. Mais tu as rappelé quand même les spécificités, notamment autour de la corporalité, le fait qu'on pouvait éventuellement se toucher, voire s'empoigner. Tu as parlé de la gestuelle, le fait qu'on va appuyer en fait notre narration par tout un tas de gestes non-verbales, quoi. Et puis bon, on a commencé à parler de l'utilisation des odeurs, l'odeur du feu, des parfums, des choses comme ça. Ces choses qui ont été un peu repris par Mélie, qui effectivement nous a parlé des 5 sens. Toi, Mélie, tu nous as aussi parlé de ton intérêt pour le côté théâtre, dramatique, et pour l'interprétation du personnage, un petit peu le RP théâtral. Ça fait partie des choses qui t'intéressent, en plus de l'aspect purement social, camaraderie du jeu de rôle. Et donc, pour amener de l'intérêt pour l'histoire racontée, toi, personnellement, tu vas travailler sur la façon de parler, sur les expressions faciales. En fait, l'idée, c'est d'amener, je pense, un mot-clé important à retenir. Enfin, il y en a d'autres que j'ai pas forcément autant appuyé, mais une tonalité. On va travailler donc sur les codes de l'histoire, la parole, les gestuels, la couleur, la cuisine. Tu as parlé d'évoquer la cuisine. Je suppose que tu voulais aussi évoquer le fait qu'on pouvait manger, en fait, aussi à la table et avoir des repas dans le goût de l'histoire, quoi. Par exemple, à Katz, en fait, tu nous as un peu décrit ton style. Par exemple, à Katz, si j'ai bien compris, tu fais souvent intervenir des écureuils, c'est ça, hein? Il y a Un toujours écureuil. écureuil. C'est les antagonistes des chats, c'est ça? C'est devenu sur un scénario et en fait il a été ajouté dans un autre scénario qui Ouais, n'avait rien à voir. donc la petite private joke. C'est devenu en fait ouais, qui la circule. façon dont on me reconnaît moi. Ouais, ouais. Voilà, donc là, ta signature, en quelque sorte. Et tu nous as donné certains de tes exercices de style, par exemple, tu aimes bien décrire les choses sans les nommer, quoi, de façon à ce que les PJ, en fait, enfin, les joueuses soient surpris au final quand elles réalisent de quoi tu parlais. Quand tu joues des batailles, tu aimes beaucoup mimer les combats. J'ai peut-être oublié des choses, j'espère que tu me pardonneras. Quant à moi, j'ai très rapidement évoqué le rapport entre le style de MJ et le style des jeux, et aussi le style des joueuses, parce qu'il y a des influences en fait entre ces trois-là, quoi, que MJ peut pas imposer un style unilatéralement, ça risque de coincer. Et donc j'ai évoqué vite fait le fait que voilà, ce qui est, donc le jeu de rôle est spécifique, il a sa grammaire, et donc par exemple le fait de jouer un rôle de MJ gentil, MJ sadique, par exemple, c'est une figure de style qui est vraiment spécifique aux médias rôlistes. Et donc j'ai amené le terme de personnalité, ou un style c'est une personnalité. J'ai essayé de proposer diverses, voilà, et du coup, on peut pas faire de conseils génériques. J'ai essayé de proposer diverses écoles de jeu, quoi, des écoles de MJ, à partir desquelles, une fois qu'on a isolé une école, on peut établir un arsenal de techniques. Je proposais de faire des ateliers de MJ. Et j'ai rappelé aussi l'importance de s'intéresser à tous les autres aspects de la partie qui ne sont pas de l'ordre du style. Alban, tu nous as rappelé, voilà, de toute façon, on l'a martelé, le caractère unique et spécifique du média, et notamment le fait que c'est un transmédia, en fait, qui va vraiment presque à un art total, et du coup qui va assimiler les autres arts pour en faire, pour en faire son matériau. Tu nous as salutairement rappelé quand même le rapport avec le théâtre d'impro. Alors je me permets de rebondir un tout petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que on se dit, MJ peut préparer son scénario, il peut préparer sa connaissance des règles, mais finalement cet aspect stylistique, par contre, c'est vraiment de l'ordre de l'impro pendant la partie, quoi. C'est rare que ce soit quelque chose de préparé, même si j'imagine que par contre ça peut être travaillé au cours d'une carrière de MJ, plus ou moins consciemment. Donc, tu nous as parlé de la difficulté de distinguer
Et ça, je pense que c'est notamment dans le cadre des jeux maison qui sont pas forcément ni finis ni édités. Est-ce qu'on peut distinguer le style de l'auteur du jeu de son style de MJ? J'imagine que tant que le jeu n'est pas finalisé, bah, c'est indistinguable, quoi. Et donc, on l'avait déjà évoqué, mais tu as sorti un terme qui est du coup plutôt un terme de rhétorique, l'éthos du MJ, quoi. En fait, la façon dont tu vas présenter, l'image que tu vas donner, qui peut être une sorte de leurre, quoi, mais qui peut être une pure construction, quoi. Alors de mon côté, bah, je suis ravi de cette table ronde parce que j'ai pris beaucoup de notes et je vais m'en enrichir. Je vais tenter de faire de mon mieux pour enrichir ma propre expérience, notamment en termes lorsque je mène des parties. Mais il y a un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est lorsque Thomas t'a évoqué l'idée que même la façon, enfin, en dehors de la partie, de l'histoire et de l'interaction avec les personnages, c'était aussi du style. Et c'est vrai que ça me fait réfléchir parce que je me dis, si on est bien accueilli, que c'est confortable, qu'on se sent dans un environnement chaleureux, bienveillant, eh bien, on va créer un climat de confiance qui va nous permettre d'aller au-delà en termes de prise de risque, je dirais. Alors, bon, c'est à prendre avec des pincettes, cette formulation, mais je veux dire que moi, par exemple, qui ai le vertige, eh bien, j'adore éprouver le vertige dès lors que je ne suis pas en danger. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des émotions qu'on ressent autour d'une table de jeu. Moi, j'ai insisté sur la notion de peur. C'est pas forcément ce qui viendrait de prime abord. Et pour autant, bah, les parcs d'attractions sont remplis de gens qui veulent ressentir la peur sans le danger. Et donc, si on est dans un cadre extrêmement bienveillant, on sait qu'il y a une X-Card, qu'on peut aborder des thématiques parfois très délicates, mais que tout ça est dans un environnement extrêmement sécurisé parce que, par ailleurs, on sait qu'on est bien accueilli, que ça a un cadre, en fait, et bien, ça fait partie aussi du style qui va nous permettre d'aller au-delà, je trouve. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée de mettre en avant cet aspect parce que finalement, tu parlais de répétition, Alban, eh bien, si on sait qu'à la table de ce MJ, on peut se permettre d'explorer presque, faire un travail, on le sait très bien, hein, parfois introspectif sur entre le joueur et le personnage, eh bien, on peut aller encore plus loin, je trouve, dans l'expérience de jeu. Tu as évoqué également, Alban, les écoles en termes de style. J'ai pensé par exemple à la peinture. Bah oui, qu'on fasse du cubisme, de l'impressionnisme, de l'ultra-réalisme, eh bien, c'est le même paysage qui va être peint, par exemple, de plein de façons différentes. Et en tant que MJ, moi, je vais aller puiser comme une sorte de patchwork dans les influences qui me parlent et qui vont me permettre d'essayer de construire quelque chose de plus fort. Bah, voilà, moi qui parlais notamment d'émotion, eh bien, ça peut être un point où je vais pouvoir nourrir mon expérience de jeu. Ah oui, je voulais revenir aussi sur un point qui m'a interpellé. C'est que je crois que c'est toi, Thomas, qui disait que même si un jeu a été construit autour d'un certain style, eh bien, comme c'est vivant, on ne sait pas comment ça va se développer autour d'une table. Alors hier, c'est marrant parce que je parlais avec un créateur de jeu, un auteur. J'ai malheureusement pas retenu le nom de son jeu. Sur la thématique zombie. Et alors, il m'expliquait qu'il faisait quelque chose de très sombre et tout. Enfin voilà, post-apocalyptique, ainsi de suite, les ingrédients classiques. Et que, en fait, les premières fois où il a fait jouer sa partie, ses joueurs ne rigolaient comme pas possible. Voilà, ont complètement bouleversé l'univers alors qu'il en est l'auteur. Je trouvais ça quand même assez paradoxal que finalement, lui-même en tant qu'auteur, il a dit, et finalement, il s'est dit, bah, je prends ce qui m'est proposé et il se rend compte que son jeu peut aussi être proposé dans un univers très comique, burlesque presque, et que bah, l'essentiel, c'est encore une fois le plaisir autour de la table. Je trouvais ça pas mal et ça m'a fait repenser d'ailleurs. J'avais un maître de jeu qui à Cthulhu qui m'a beaucoup marqué, que j'adorais. Et première partie, on était, classique, hein, à Cthulhu autour d'une table, c'était une succession auprès d'un notaire et j'ai eu, l'audace de faire une petite blague en aparté à l'oreille de mon voisin. En plus, on était assis côte à côte face, au notaire qui était interprété bien sûr par le MJ et en fait, le notaire a levé les yeux très sérieux: «Monsieur, si vous avez quelque chose à partager autour de la table pour la succession de votre grand-oncle, eh bien, je vous écoute». Ça m'a calmé direct sur l'idée de faire une blague à l'oreille de mon voisin et donc là, il a finalement, de façon un peu forcée, rectifié le style. Mais j'y en veux pas parce que ça a contribué à l'ambiance et on savait qu'à sa table, il fallait pas s'amuser à faire des apartés burlesques. Et enfin voilà. Et du coup, l'ambiance était toujours très sombre, très inquiétante. Bah voilà, comme Alban, tu nous disais, je sais plus si c'était hors antenne, que toi, tu aimais jouer de cette ambiguïté voilà, entre la posture du MJ et ce que véritablement se déroulait autour de la table. Je m'aperçois voilà, qu'on va puiser chacun dans des petites touches comme ça pour enrichir notre expérience. Et en cela, bah, je suis très content des suggestions que vous m'avez fait parvenir. Du coup, je voulais revenir sur un point qui est qui a pas mal été évoqué. C'est la question du style du MJ vis-à-vis du style du jeu. Et moi, ça me pose la question de est-ce que, en fait, quand on parle de style de MJ,
est-ce que on le met en opposition au style du jeu? Est-ce qu'on sous-entend que le style du MJ devient un palliatif à ce que le jeu propose? Ou carrément, comme tu l'évoquais, Wilfried, c'est-à-dire en fait dans la partie, le jeu se veut très sérieux et finalement on se retrouve avec quelque chose de très burlesque. Donc ça pose la question de la transmission et du coup aussi de comment le style de MJ va transcender les parties. Je crois que c'était Alban qui disait que ou Alban ou Thomas qui disait que le style du MJ il est compliqué qu'il soit le même dans toutes les parties. Et en même temps, je pense qu'il y a des éléments qui se retrouvent et qui parfois peuvent complètement détourner ou en tout cas transformer l'expérience du jeu, transformer comment le jeu est joué au fur et à mesure des tables. Et un point qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est-à-dire qu'on a le jeu avec ses règles, etc. On a le MJ avec ses envies, la table aussi hein, avec ce qu'elle veut jouer, comment les joueuses veulent l'interpréter. Et puis on a, j'ai l'impression, un nouvel acteur, en tout cas un acteur bien installé maintenant, c'est l'acteur Actual Play. C'est-à-dire que l'Actual Play, il va développer un style aussi dans la façon dont la partie va être faite, dans ce qui va être proposé. Et au-delà de la transmission du jeu, au-delà du style du MJ, il y a aussi cet élément-là, et on pourrait imaginer quelqu'un disant moi je joue en m'inspirant de tel ou tel Actual Play, on peut pas les nommer, et je prends tel élément de style qui me provient de l'Actual Play, qui du coup là n'est plus quelque chose intrinsèque de la MJ, de la meneuse, qui n'est plus quelque chose d'intrinsèque du jeu, mais qui provient déjà d'une préinterprétation. Ça revient aussi à l'idée des écoles de style qu'évoquait Wilfried, donc je pense que historiquement, il y a beaucoup de choses qui se sont faites par frottement dans le cadre des associations ou dans le cadre des tables, où du coup des techniques étaient transmises. On pouvait parler de telle ou telle table ou telle association qui allait mettre plus l'accent sur une manière de jouer très théâtrale ou sur un jeu plus tactique, sur quelque chose, proposer une expérience au plus proche de la stratégie. Maintenant, je me pose moi la question, les actual plays, ils ont beaucoup plus de diffusion quand même que les associations ou que les tables. Est-ce qu'on va pas avoir à terme, mais ça serait très intéressant, des écoles de style se revendiquant de tel ou tel actual play? Bien sûr, vas-y. Ouais, sur une petite parenthèse sur ce que tu parles des actual play, ça fait penser notamment, il y a l'actual play le plus connu en anglophone, c'est Critical Role. Et donc, c'est un actual play avec gros budget. Hein. Enfin, c'est l'actual play de toute façon, qui fait le plus de vues sur Twitch. Hein. C'est fait plus de vues que les streamings de jeux vidéo. Très, très, très populaire. Et bon, sans doute avec des gros moyens. Et puis, on va dire une qualité théâtrale un petit peu de tout le monde, quoi. Alors, j'ai jamais regardé. Hein. Et il y a notamment et du coup, on a constaté un phénomène qui a été appelé le Matt Mercer Effect, l'effet Matt Mercer. Matt Mercer, c'est le MJ de cet actual play très populaire, Critical Role. A priori, il doit être bon, quoi. Hein. En tout cas, il donne l'impression d'être vraiment doué, quoi. Et en fait, ça crée un effet il y a pas mal de rôlistes qui osent pas, enfin, qui sont fans de son actual play et qui oseraient pas se mettre à la maîtrise parce qu'elles se comparent trop à Matt Mercer en disant, j'arriverai jamais à maîtriser comme Matt Mercer. Du coup, j'atteindrai jamais son style. Et du coup, c'est pas la peine que j'essaye. On pourrait y opposer, par exemple, moi je trouve que l'actual play Game of Thrones, avec le MJ Fibre Tigre, se situe un peu à l'opposé de cette démarche. Alors, c'est travaillé, enfin, tout ça est travaillé et artificiel et joué, mais notamment dans Game of Thrones, il y a une volonté de simuler que c'est du jeu de rôle casu, quoi. Et que, en fait, j'ai l'impression que Fibre Tigre, il essaie de donner l'impression que n'importe qui, enfin, que c'est facile de maîtriser et qu'on pourrait faire ce qu'il fait, en fait. Alors, bon, j'ai regardé que les premières saisons, les premiers épisodes, donc je me trompe peut-être. En tout cas, il y avait cette intention qui était présente. Je ne sais pas à quel point elle est tenue, mais c'est intéressant de voir, en fait, est-ce qu'on va être, du coup, dans l'actuel play, est-ce qu'il y a un style de musique qui est super tape à l'œil, qui vise à en imposer et qui pourrait, en fait, décourager certaines personnes, ou est-ce qu'on va avoir un style volontairement casu, mais de façon très artificielle, en fait, mais pour donner, en fait, aux gens envie de jouer et de se dire, en fait, moi aussi, je peux être MJ, quoi. Pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, je pense que l'effet de Mad Mercer est quelque chose qu'on peut observer. Et ça pose aussi la question de... ce sont des actual plays qui sont faits pour être regardés.
Donc du coup, ça implique aussi un style, une façon de jouer qui est particulière. On va refaire peut-être des scènes, alors je suis pas dans le secret des dieux, hein, mais je sais que c'est quelque chose qui a parfois été évoqué, de rejouer des scènes pour qu'elles soient plus jolies. Il y a l'effet de la caméra, bien sûr, hein, qui induit une certaine présence. Il y a des gens aussi qui sont des acteurs dans ces choses-là. Et puis, ça pose aussi la question des moyens, c'est-à-dire que ces actual play, pour certains, utilisent des grands tableaux numériques, etc., avec des images, des choses, des objets, etc. Et donc, ça peut induire, on parlait tout à l'heure de corporalité, de présence d'objets, etc. Comment est-ce que ça va avoir une influence dans les parties à venir? Est-ce que ça va pas créer des éléments où on va se dire, bah voilà, pour jouer, en fait, il me faut un tableau de 300 millions de pixels parce que ça me permet d'afficher des battle maps, je sais pas. Et je pense que ça peut poser question sur quelle va être l'influence des actual plays sur le style, en tout cas d'un point de vue aussi financier, quoi. Comment la pratique peut être pénétrée par ces questions financières. Voilà, sur la question du style, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je voulais revenir aussi sur un autre point qui a été évoqué par Alban, sur la question que le style se prête mal à l'improvisation, en tout cas qu'il a une difficulté à s'y marier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des phénomènes de répétition, et ça rejoint la question du MJ, du style du MJ transcendant les parties, en tout cas traversant les parties. Par exemple, moi, j'aime beaucoup faire des poèmes au sein de mes parties, donc casser le style de narration classique en récitant un poème en tant que joueuse ou en tant que meneuse. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à ma pratique, mais en fait, pour le mettre en place, eh bien, ça s'est fait dans la répétition. Et cette répétition-là a permis que je fasse quelque chose qui, en tout cas pour moi, me satisfasse. Et donc, même si à chaque fois c'est une improvisation, j'ai l'impression que ce style-là, il s'est construit dans l'improvisation et dans la répétition. Et donc, on rejoint la question que tu évoquais sur le style aussi comme objet se répétant. Vu que on a évoqué justement cette question du style et de l'impro pour la deuxième fois, là, tout de suite, je suis comme la Dame Blanche, moi, quand on m'appelle plusieurs fois, je finis par me manifester. Effectivement, en fait, je pense que je vais clarifier ce que je disais tout à l'heure à ce sujet. Effectivement, je disais que le style se marie mal à l'improvisation, dans le sens où je parle ici d'un style contrôlé volontairement, donc construit un style comme on pourrait en avoir dans la littérature ou dans le cinéma. Ce qui est d'une certaine manière en opposition avec ce que j'ai présenté dès l'introduction, comme un style qu'on aurait tous à un état instinctif, en fait, qui se manifesterait. En littérature, il y avait Georges-Louis Leclerc de Buffon, ou Buffon pour les intimes, qui disait que le style, c'est l'homme même. On sait en littérature que c'est faux. Parce que depuis, on a eu tous les exercices du pastiche, notamment avec le contre Sainte-Beuve de Proust, qui montre qu'en fait, un même auteur peut récupérer n'importe quel style, de n'importe quel autre auteur. Mais enfin, toujours est-il que, effectivement, cette notion du style en tant qu'identité est, il me semble, plus juste dans le jeu de rôle qu'elle ne l'a jamais été dans la littérature. Parce qu'effectivement, dans le jeu de rôle, on a cette notion d'improvisation qui complique énormément la donne. Et comme je disais, il faut, pour modifier ces instincts, une très grande dose de préparation. Alors, il y a probablement des gens qui y arrivent instinctivement, enfin, qui n'ont pas de difficulté avec ça. Thomas en avait parlé, donc, de MJ qui soient très souples sur leur style d'une partie à l'autre. On aura compris que j'en fais pas partie. Et à côté de ça, il y a un certain nombre de techniques qui peuvent permettre de corriger le tir. Justement, lorsque j'avais préparé la vidéo sur le style de Lovecraft, c'était le style de Lovecraft, pas le style de Cthulhu, ça fait une certaine différence. Cthulhu n'est pas stylé, c'est ça? Non, mais en fait, le style de Cthulhu, il a été très impacté par l'appel de Cthulhu, donc le premier jeu de rôle à être sorti dans cet univers, et qui a un côté très pulp. Et du coup, toutes les œuvres postérieures, elles ont été impactées par ce côté très pulp que Lovecraft, revenir aux sources, quoi. voilà, que Lovecraft n'a qu'une fois, dans une nouvelle. Bon, je dis pas que tout est à regarder chez Lovecraft, mais il y a ce côté horreur psychologique et métaphysique, enfin surtout horreur métaphysique plutôt que psychologique, voilà, que je voulais effectivement récupérer. Et bon, ça c'est un détail. Toujours est-il que dans la préparation, on avait parlé justement de comment faire pour acquérir un style comme ça.
Et il y avait pas mal d'outils qui avaient été proposés. Donc des listes de mots qui sont proposées dès le manuel du meneur de Call of Cthulhu. Donc on propose des champs lexicaux en fait, à caler dans ces descriptions de manière à... Le vocabulaire de l'indicible. Ouais, c'est un petit peu ça. Avec tout le paradoxe que ça implique. Avec tout le paradoxe que ça implique. Et d'ailleurs, dans la vidéo, donc masterisée à la manière de Lovecraft, qui se trouve sur YouTube, je recommande l'utilisation de certains champs lexicaux, donc, et l'adoption d'une certaine tonalité, ce qui montre que effectivement, on est dans cette dynamique-là. Il y avait d'autres outils comme les palettes narratives de Gerhardt. Très brièvement, c'est voilà, une aide à l'improvisation et à la narration improvisée de manière générale. On a aussi le fait de rédiger ses propres descriptions. En fait, comme la description va être très porteuse d'atmosphère, va pouvoir intégrer des champs lexicaux, va pouvoir intégrer des figures de style. Grosso modo, c'est une liste de choses à dire et de comment les dire. Donc, ce que je disais, c'est que ces descriptions, ça peut être l'un des meilleurs moments pour introduire un effet de style. Par exemple, une cassure. Si je vous dis que dans la bibliothèque, il y a plusieurs livres occultes, des bougies, un peu d'encens, un crâne, les joueurs disent « Un crâne ?» Non, qui vous a parlé de crâne? Plusieurs livres occultes, des bougies, de l'encens. Qu'allez-vous imaginer? Voilà, ça crée immédiatement un style. Donc préparer ces descriptions, c'est un outil pour le faire. De même que préparer ces PNJ et préparer comment ils vont devoir être joués. Ça, donc c'est plein d'outils qui peuvent être utiles lors d'une préparation. Mais la grande question, en fait, celle que je me pose, c'est est-ce que ça suffit pour modifier le style d'un auteur? Comme on l'a dit précédemment, le jeu de rôle, c'est un média lui-même transmédia. Et là, tout ce que j'ai cité, on pourrait le retrouver dans la littérature. Je trouve ça très intéressant parce que ça fait 2-3 fois que je vois le mot improvisation et on parlait tout à l'heure un petit peu du théâtre d'improvisation. Théâtre d'improvisation, il y a souvent des parties de match. Donc c'est du théâtre avec un certain nombre de règles et de critères effectivement pour jouer. Il y a des parties de match qui disent à la manière de. Et j'ai un peu cette question de me poser, c'est la question que je me suis réellement posée, je me suis dit, je suis déjà allée en convention, j'ai déjà joué avec des MJ, certains m'ont marqué, d'autres pas. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un que je n'ai vu qu'une seule fois m'a marqué avec son style? Je ne sais pas s'il l'a travaillé, je ne sais pas ce qu'il a fait derrière. Je sais juste que lui, la façon dont il a approprié les outils, la palette d'outils dont on parlait tout à l'heure, Milouche, le fait que voilà, on puisse avoir de la musique, des éléments de décor, une gestuelle, etc. Tout ça, c'est pour moi très visuel, bien évidemment, et c'est surtout ça pour moi qui fait le plus grand apport dans un jeu de rôle sur table. C'est qu'est-ce qui a fait que lui s'est approprié des choses. Parce qu'on peut très bien avoir un jeu, et beaucoup d'auteurs ont tendance à dire qu'ils n'avaient pas du tout anticipé que leur jeu tournerait de cette manière, ou se serait approprié comme ça. On peut jouer par exemple Casse à Mascarade d'une manière très simple, très sérieuse, très Vampire la Mascarade, comme une manière aussi très humoristique, très potache, très farce et attrape. Ça dépend un petit peu aussi du style de MJ. On aura tendance à dire que je fais un petit peu des deux, alors quand je passe de l'humour au sérieux, il y a toujours un petit peu une sorte de cassure au niveau des joueurs. Fais attention, je te griffe. Il y a cette partie-là, et je pense que c'est important de voir que, par exemple, l'improvisation, elle est là. On peut travailler en fait son style, on peut se rendre compte qu'on a évolué, qu'on en a créé un, qui arrive généralement aux MJ qui ont tendance à masteriser assez souvent. Mais il y a aussi cette partie de l'improvisation où en fait on ne peut pas tout gérer. J'aurais tendance à dire, chasser le naturel, il revient au galop. Je sais que j'ai des PNJ que je n'ai jamais travaillé, mais j'ai toujours tendance à les faire de la même manière, avec un chat qui louche, etc. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, c'est inné en fait chez moi, et ce n'est pas quelque chose que moi je travaille. Alors je sais pas si on s'éloigne un petit peu de la question du style, mais ce que disait Mélissande m'y faisait penser dans le fait que les auteurs de jeux disent ah oui, j'aurais jamais pensé que mon jeu soit joué comme ça. Ça pose aussi la question de comment le jeu, comment à la table, si la meneuse est la seule détentrice des règles du jeu, c'est elle qui amène le jeu. Ça pose la question de la mort de l'auteur, du travestissement avec des gros guillemets de la parole du jeu, et donc est-ce que en changeant de style de masterisation vis-à-vis de ce que le jeu donne, comment est-ce qu'on se place vis-à-vis du jeu? Est-ce que en fait on peut dire oui, j'utilise certains éléments et pas d'autres, et
tant pis, c'est comme ça. Ou est-ce qu'on considère que peut-être c'est une faiblesse du jeu de ne pas avoir imposé un style particulier, ou au contraire une force en disant bah voilà, ce jeu-là me permet de jouer dans plein de styles différents. Si on prend l'exemple de l'appel de Cthulhu qui a été cité plusieurs fois, on pourrait jouer Pulp, on pourrait jouer enquête, on pourrait jouer horreur. Je crois même que dans le texte du jeu, c'était 3 modes de jeu qui étaient proposés. C'est juste pour réagir à ce que tu dis effectivement sur la question du rapport au jeu et est-ce que c'est bien ou pas bien que le style d'un MJ modifie ce que propose le jeu. En fait, je pense que tout simplement aucun jeu ne peut gérer tout ce que MJ doit faire, quoi. Et je pense qu'aucun jeu, même les jeux forgiens, ne cherche à le faire, quoi. Un jeu forgien, c'est-à-dire un jeu qui cherche effectivement à guider beaucoup l'expérience, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir ses priorités sur quels aspects de la partie je vais driver, quels aspects de la partie sont drivés par le jeu. Mais il restera toujours tout un tas de choses gérées par MJ. Je vais prendre un exemple classique, c'est que dans la quasi-totalité des jeux de rôle, les dialogues des PNJ ne sont pas écrits. C'est au MJ de les improviser. Mais il y a toujours, dans un jeu, il y a toujours des angles morts. Et donc, je pense que je dirais que MJ peut respecter le jeu en s'appropriant les angles morts. Et après, si MJ trahit le jeu, au contraire, en sapant les règles dures du jeu pour amener sa propre patte, bon, bah là, on veut dire, là c'est un autre débat, mais bon, c'est 2 choses différentes, quoi. Je pense effectivement que, en particulier, puisque tu citais la forge, que les jeux forgéens apportent une grande importance à la manière dont ils vont se jouer. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de venir avec tout un tas de règles de mise en scène. T'as des jeux forgiens, par exemple, qui précisent la façon dont il faut accueillir les joueuses, genre accueillir les joueuses dans des canapés, c'est une proposition de Dream HQ, tu vois. Pour donner l'exemple de Sens Néant, par exemple, Sens Néant préconise que MJ parle au passé, MJ doit parler au passé, et MJ doit parler des personnages, en fait, toujours à la troisième personne donc, mettons que, plutôt que dire Ragnar le barbare, que fais-tu? C'est et alors, Ragnar le barbare prit son épée et frappa, tu vois. Là, du coup, c'est 2 exemples qui montrent que certains jeux, tu vois, essayent d'aller sur des prérogatives stylistiques qui sont d'habitude le carré privé, en fait, de MJ. Bah oui, c'est effectivement quelque chose que je rejoins, vers lequel j'essayais d'aller, dans le sens où, par exemple, les PBTA viennent avec toute une pléthore de conseils, de recommandations, et ils ont ce côté aussi très foisonnant qui les rend parfois difficiles à appréhender, parce que des retours que j'en ai eus, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de lire un recueil de conseils là où ils chercheraient un livre de règles. Et ça complique du coup l'accessibilité de l'expérience, sans pour autant la rendre impossible, hein, mais on rentre toujours dans cette question de la transmission. Ouais, il y a un truc sur lequel que Milouche avait souligné juste avant de parler des actual play, c'est que la transmission. C'était Milouche ou c'était toi, Thomas? C'était sur la transmission des techniques par les associations, où justement. Ouais, c'était Milouche. Donc, où justement, on apprenait en ayant joué et en ayant vu jouer. Et ce côté, en ayant joué, il me semble qu'on ne le retrouve pas dans les actual play. Et c'est en cela que, pour moi, les associations étaient effectivement un gros vecteur de transmission de style. À voir si les actual play réussissent à prendre le relais. Bon, après, le relais entre guillemets, parce que les associations ne sont pas mortes, il y en a encore plein qui s'en tirent très bien. Et je me souviens effectivement d'associations qui tournaient autour d'une méthode de masterisation particulière. Super Héros, par exemple. Ou moi, je pensais à Donjons et Actions, qui est une association parisienne et qui joue qui joue très porté sur le théâtre, pour le coup. Qui va même jouer leur scène. On pourrait parler de style d'association. Ouais, justement, c'est là où je veux en venir, c'est qu'on peut peut-être parler de style d'association, parce que le style, c'est quelque chose qui se définit aussi collectivement. Ils font école, quoi. Voilà, c'est ça, pas individuellement.
Je vais juste faire un tout petit insert là-dessus. Je pense qu'effectivement, le style d'association, il se développe en voyant jouer, en regardant jouer. On parlait tout à l'heure des contraintes matérielles de l'actuel play, ou en tout cas de comment la matérialité implique l'actuel play. Je pense qu'aussi, les associations, par leur forme matérielle et par les contacts qu'elles ont, le milieu, en fait, voilà, va influer la manière dont on organise des parties. Si on est dans une association parisienne qui a un nombre limité de locales, etc., bah, on va plutôt avoir tendance à privilégier certaines figures, certains modes de partie, et du coup, par extension, certains styles de jeu. Là où, je ne sais pas, si on habite dans le Tarn-et-Garonne, par exemple, on a accès à des superbes châteaux, on va aller vers un autre style. Et je pense que ça, on prend la question sur les associations de la du matériel et tout ça, de perspective matérialiste, en fait. C'est aussi quelque chose, je pense, qui peut être appliqué au MJ, enfin, qui peut être questionné sur les MJ. Comment les conditions matérielles d'exercice de la partie dans lesquelles se placent les meneuses et les joueuses impliquent leur style. Comment est-ce que ça va construire le style de la table? Parce que je ne pense pas que ce soit juste intrinsèque à une volonté de la meneuse et des joueuses. On parlait d'école. Un bon exemple d'école de style et du coup aussi de formalisation d'un style, c'est ouais, ouais, le Free Kriegspiel Revival. Donc c'est une scène essentiellement américaine en fait on va faire du jeu de rôle comme ils faisaient avant Donjons et Dragons quand c'était du wargame narratif quoi en gros. Et donc c'est une école qui est très intéressante parce que elle, un peu comme Super Hero quelque part, c'est une école sans manuel. Il y a pas de, en fait, l'idée quand on fait du Free Kriegspiel Revival, c'est qu'on ne doit pas utiliser de manuel de jeu de rôle. L'idée est de jouer à la fois sans règles et sans règles mais pas sans principe, hein, puisque du coup il y a un certain nombre de principes qui sont édictés de la façon de jouer Free Kriegspiel. Alors je vais pas tous les énumérer, comment sur les, j'essaierai en biblio de vous mettre un lien vers ça. Wizard Lizard présente vraiment ça très bien. Et il y a notamment la notion de pacte de confiance, c'est-à-dire le pacte de confiance va faire office de système de résolution, c'est-à-dire on a confiance en MJ pour être au service d'une expérience intéressante. Et donc du coup, MJ tranche les conflits sans utiliser de règles, mais on fait confiance à MJ pour le faire, on va dire, for the greater good, quoi. Il y a aussi, parmi les éléments stylistiques, c'est l'idée de prendre un roman ou un univers de jeu de rôle sans les règles et de jouer, en fait, d'être une sorte de MJ univers, quoi. Et que c'est la connaissance de la logique interne d'un univers qui va faire que MJ va déployer l'aventure, quoi. Bon, il y aurait d'autres. Il y a le player skill, mais qui n'est pas inhérent tout à fait au Free Kriegspiel. Mais c'est intéressant de voir que ça, c'est une école. Bon, il y a Super Hero, l'a aussi pas mal fait, qui a réussi eh bien, à énumérer en fait une liste, à une sorte de faire un manifeste, quoi. Et c'est ce genre de choses qu'on peut s'inspirer justement si on veut construire des styles de MJ. Et je voudrais. Alors, je vais poser une question à Milouche et à Wilfried, et je vais répondre aussi avant à cette propre question. Parce que je trouve que Alban et Mélie ont pas mal décrit leur propre style. Après, peut-être que Alban, tu auras des choses à rajouter quand même. J'aurais bien aimé entendre si vous pouviez décrire votre propre style. Et de toute façon, bon, tout le monde a un style, donc vous en avez forcément un. Si je devais m'auto-analyser, je dirais que j'aime beaucoup travailler sur les champs lexicaux. Euh, J'essaye de mettre une énergie, en fait, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à la gestion du rythme. Voilà, Alban me montre, tu fais bien parce que j'adore les aides de jeu, donc j'aime bien mettre plein d'aides de jeu à la table et tout. J'irais jusqu'à dire la génération Mm. procédurale appliquée au jeu de rôle. Et si je peux, si j'en ai l'occasion, alors c'est pas, mais si je peux aller vers le chamanisme et du coup vers la déclamation, vers entre guillemets une sorte de forme d'écriture automatique et tout, c'est des choses que je fais volontiers quand entre guillemets le scénario, les circonstances me le permettent, quoi. Et du coup, Milouche ou Wilfried, j'aimerais bien connaître votre style. Est-ce que vous pouvez vous psychanalyser Alors, c'est une grande question, mais c'est effectivement, tu as raison, on l'a pas évoqué, et c'est passionnant parce que c'est finalement le cœur de ce que l'on veut transmettre aux joueuses. Alors, moi, je l'avais évoqué à demi-mot en disant que je cherchais vraiment à faire naître des émotions autour de la table. Et c'est là où c'est intéressant parce que finalement, ça ne m'appartient pas, ce que les joueuses vont ressentir et comment elles vont interagir. Et donc,
modestement, je peux insuffler quelque chose, le favoriser, le faire naître parfois. Et Alors, par... ça se rapproche, ça pourrait t'intéresser, ça se rapproche du freeform israélien, qui est justement une école de maîtrise qui est très axée sur les émotions. Donc il y a des articles où ils donnent leur technique. Ah, tu vois, je vais le noter, effectivement, ça va m'intéresser, c'est sûr. Parce que je me suis rendu compte d'un point, enfin, c'est après, ça vient de mon propre plaisir à jouer. C'est que notamment, l'implication émotionnelle, combien de parties, notamment à Cthulhu, où tu as un personnage qui va mourir et en fait, les joueurs continuent comme si de rien n'était. Et moi, je trouve ça terrible, en fait, personnellement. Ça me sort de l'atmosphère, hein. Et donc, créer des liens, voilà. C'est créer des liens, je pense que c'est déjà la première amorce. Alors, de plus en plus, on voit les sessions zéro, et je trouve que c'est une super idée. Et pour que on a un vécu, on a un background, des connexions, parfois même en opposition. Moi j'avais joué une fois comme ça, c'était improvisé en 2 coups de cuir à peau, avec une joueuse que je ne connaissais pas, où on jouait un couple qui venait de se séparer. Et c'était génial parce que l'enjeu émotionnel autour de la table, on dit mais de toute façon t'as toujours été égoïste, voilà c'est pas nouveau et tout. Mais il y avait une complicité entre les joueurs qui était formidable. Et d'ailleurs pendant la partie, il y a un moment donné où j'ai pu eu un rapprochement et finalement on s'est aperçu qu'on s'aimait quand même. Et donc c'était merveilleux. Si on avait enlevé ça, ou aussi une partie, je me rappelle, où je parle en tant que joueuse, mais finalement, enfin, pardon, joueur, mais c'est aussi ce que j'essaye de faire naître, c'est que je m'étais mis d'accord avec le maître de jeu, je jouais à un prêtre qui avait dû quitter sa paroisse suite à comment dire, j'étais très embarrassé, je m'étais rapproché d'une fidèle un peu trop, et finalement, j'avais eu un fils, et le fils était joué par l'un des personnages qui ignorait qu'il était, que j'étais son père. Alors bon, c'est un peu classique comme schéma, mais c'était passionnant parce que durant la partie, forcément, moi j'ai joué tellement différemment que si je n'avais pas eu ce lien. Alors, notamment, pour tenter de répondre à la question, c'est que moi j'adore l'appel de Cthulhu, c'était mon jeu de prédilection, et finalement, paradoxalement, là où j'ai peut-être appris le plus, c'est en jouant à Tales from the Loop et à Things from the Flood, parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est inscrit dans les règles, l'idée de faire des scènes de vie quotidienne, de passer la parole aux joueurs en disant, voilà, on rentre dans l'école abandonnée, mais à quoi ressemble l'école abandonnée Mélisande? Eh bien, ça va permettre aux joueurs déjà d'être co-narrateurs, et puis aussi, un truc qui c'est pas mon idée, mais je l'avais joué enfin, je l'avais ressenti en tant que joueur, c'est que plutôt que de poser la question qu'est-ce que tu fais, et des fois c'est pas évident, on n'a pas forcément d'idée, voilà, eh bien qu'est-ce que tu ressens, pourquoi tu agis comme ça, et voir si les personnages ne font pas le job autour de la table, eh bien introduire un PNJ qui va parfois créer un petit moment de complicité, d'intimité avec le personnage, pour l'amener à parler de ce qu'il ressent et comment il aborde finalement l'histoire. Donc finalement, pour terminer, c'est comment finalement avoir cette implication émotionnelle, le fameux bleed, et créer des dilemmes, ainsi de suite, pour que la frontière entre la joueuse pardon, et le personnage soit plus ténue et que l'expérience soit encore plus forte. Ok, merci Wilfried. Et Amilouche maintenant. Alors je vais tenter la psychanalyse en peu de temps. Moi, avant de faire du jeu de rôle, j'ai fait beaucoup de musique et de théâtre, et donc la question du rythme, et je pense que c'est un truc qui est très important dans la manière dont je mène et dans comment je conceptualise la partie. Donc je vais essayer, dans mes parties, je vais beaucoup jouer avec de la musique, je vais varier énormément les ambiances musicales, je vais essayer de caler ma parole sur le flow de la musique. J'ai parlé un peu de poèmes, mais donc de la déclamation, du rap, du slam en tout cas, qui va se caler en partie. Un truc qui est assez important pour moi, c'est la distribution de la parole, et quand dans du jeu tradi, quand j'ai le rôle de la meneuse, et ça rejoint un peu cette question de rythme, il est très important pour moi que tout le monde puisse avoir accès à la parole, et donc de faire ce rôle un peu de distribution de parole, tout en gérant la rythmique. Euh, deux éléments complémentaires. Je suis pas une joueuse qui utilise beaucoup d'aides de jeu, une meneuse qui utilise beaucoup d'aides de jeu. Par contre, j'ai une certaine pyromanie, on va dire. J'ai tendance à utiliser beaucoup la bougie, le feu même, de manière générale, et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Enfin, en tout cas, qui crée des effets qui m'intéressent. Et qui permettent aussi de jouer sur la lumière ou son absence, couper, mettre une table entière dans le noir, rallumer la lumière, ou avoir un seul petit flambeau qui éclaire la scène. Mais pour moi, ça rejoint toujours cette question au rythme, c'est juste, ce n'est pas réglé par la musique ou par la parole, c'est réglé par la vitesse à laquelle
on va faire baisser, augmenter l'intensité lumineuse de l'endroit. Et un dernier point, et après je sors du divan. J'ai, comme Wilfried, beaucoup joué à l'appel de Cthulhu, ça a été mon jeu formation. Et quelque chose qui était très important pour moi dans l'appel de Cthulhu, c'était en tant que meneuse de créer de faire jouer en tout cas un scénario puzzle, d'avoir cette chose où les joueurs sont quelque part et en fait tout élément est interactif, tout est utilisable, l'espace est plutôt fermé et on essaye de sortir du problème dans lequel on est en utilisant tout ce qui est possible et donc de ne jamais limiter les possibilités des joueuses à utiliser l'environnement et donc jouer beaucoup sur cette question de comment est-ce que je peux utiliser tel objet pour faire telle chose ou telle relation pour faire telle chose et un peu laisser des milliers de ficelles aux gens pour les tirer et voir ce qui peut advenir par la suite. Ok, eh bien, je crois que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Du coup, j'espère que cette table ronde vous aura tous intéressés, public comme intervenants qui sont présents autour de moi. En tout cas, merci à tous, vraiment, et à bientôt, j'espère.